Alors oui, j'ai succombé à cette tendance sur YouTube, faire la vidéo qui va décortiquer comment devancer 99% des gens. Et dans mon cas, 99% des investisseurs. Et pour cela, il faut commencer par étudier ce que font les meilleurs. Ceux qui battent le marché depuis des années. Que font-ils que 99% des investisseurs ne font pas? Je vais vous partager tout ce que j'ai appris, mais sachez que, contre toute attente, je me suis rendu compte qu'essayer d'imiter le top 1% était la meilleure façon de mettre en péril votre avenir financier. En bourse et dans la vie, personne n'a envie de se retrouver comme lui. Parce qu'on n'a pas du tout envie que les gens disent de nous « Oh, regarde ce mec bizarre qui danse tout seul ». Pourtant, être prêt à être seul face à tous, quitte à passer pour un idiot, c'est le point commun des meilleurs investisseurs. Pour commencer, citons quelques célèbres et riches investisseurs. Le premier, c'est Carl Icahn qui nous dit « Le consensus est généralement erroné. Si vous suivez une tendance, elle s'effondre toujours sur vous. C'est pourquoi j'achète des sociétés qui ne sont pas prestigieuses et qui n'ont généralement pas la cote. C'est encore mieux si c'est l'ensemble du secteur qui n'a pas la cote. » Deuxième citation, la légende Warren Buffett qui nous dit « Soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs. » Et enfin, Nathan Rothschild, « Achetez quand il y a du sang dans les rues, même si le sang est le vôtre. » C'est une image bien violente pour nous conseiller d'aller à contre-courant, de ne pas avoir peur. Mais pourquoi tous ces investisseurs conseillent d'aller à contre-courant en bourse? Eh bien tout simplement parce que c'est la condition sine qua non pour faire un maximum de profit. Prenons un exemple concret d'anomalie de prix qui a lancé la carrière d'un jeune homme de 27 ans, John Templeton, qui deviendra par la suite milliardaire, comme de nombreuses personnes prises en exemple dans cette vidéo. John Templeton a une particularité. C'est en investissant pendant ce qu'il appelait le niveau de pessimisme maximal à plusieurs reprises dans sa carrière qu'il s'est fait un nom à Wall Street. Nous sommes en 1939 et la Seconde Guerre mondiale est sur le point de commencer. John Templeton a 27 ans et il s'apprête à réaliser un pari qui semble audacieux, voire stupide. La panique est en train de gagner le marché financier américain et le pessimisme est à un niveau maximal. Donc John Templeton fait ce que personne au monde n'a envie de faire. Il emprunte $10,000 qui sont équivalents à un peu plus de $200,000 aujourd'hui si on en croit ce convertisseur, et il demande à son courtier de les investir dans 104 actions dont le cours est passé sous les $1. Alors, emprunter pour investir en bourse, c'est déjà pas forcément très conseillé, mais quand en plus on sait que parmi les 104 entreprises sur lesquelles Templeton investit, il y en a plus d'une trentaine qui sont en faillite, on peut se demander s'il n'est pas complètement idiot. Pourtant, 5 ans plus tard, Templeton revend toutes ses positions et empoche près de 5 fois sa mise initiale. Et il se souvient même avoir encaissé un profit sur 100 actions parmi les 104 initiales. Plus tard, il s'est d'ailleurs expliqué sur ce pari fou en disant « J'avais assez de confiance en moi pour penser que la plupart des gens qu'on appelle experts pouvaient faire de grosses erreurs. » Donc, en 1939, aux yeux du marché, Templeton était un peu comme ce danseur. Mais, à la sortie de la guerre, il était devenu le précurseur d'un mouvement. Celui qui avait compris avant tout le monde que la contagion qui avait fait fuir la majorité des investisseurs sur le marché pouvait jouer en sens inverse. Mais je sais ce que vous allez me dire à ce stade. Oui, faire ce genre de pari à contre-courant et avoir raison, c'est pas si simple que ça. Oui, c'est vrai, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Alors, pour augmenter leur chance d'avoir raison, les meilleurs investisseurs, ceux qui font partie du top 1%, se créent un avantage compétitif. En 14 ans, de 2006 à 2020, Chris Camillo a transformé un investissement initial de $83,000 en $21 millions grâce à une méthode qu'il a inventée. Habituellement, quand on investit en bourse, on utilise soit l'analyse technique, soit l'analyse fondamentale, ou les deux, pour nous aider dans nos prises de décision. Chris Camillo, lui, n'avait pas du tout envie d'utiliser ces deux techniques-là, et en ce qui concerne l'analyse fondamentale, il l'a trouvée clairement ennuyeuse et il n'avait pas du tout envie de passer des heures et des heures à essayer de maîtriser cette technique-là pour tenter de devenir meilleur que la plupart des gens. Donc, pour réussir à afficher des performances dignes des meilleurs, il a inventé sa propre méthode. Le social arbitrage. Cette méthode consiste à chercher des tendances sur les réseaux sociaux et sur Google Trends. Mais pas n'importe quelle tendance. Des tendances qui pourraient avoir un effet sur le cours d'action. Par exemple, le 6 juillet 2016, il y a un événement qui a bousculé toute la génération des millennials, c'est le lancement de Pokémon Go.
Un observateur avisé aurait pu sentir que ce lancement allait potentiellement avoir un effet positif sur le cours de Nintendo et ça n'a pas manqué de se produire. Autre exemple, Chris Camillo a fait de nombreux trades sur l'action Crocs et cette action est de nouveau dans son viseur parce qu'il vient de remarquer que ce modèle, la Mega Crush, bien qu'elle soit visuellement assez immonde, est sold out partout et semble attirer une nouvelle clientèle vers la marque. Et d'ailleurs, les recherches Google semblent confirmer un engouement record pour les sandales Crocs. Dans le livre Unknown Market Wizard, que je vous conseille, Chris Camillo explique son avantage compétitif ainsi. Mon activité de trader dépend de ma capacité à identifier rapidement des informations significatives hors radar, des informations qui ne sont pas reconnues ou qui sont sous-estimées par le public investisseur. J'ai rapidement réalisé que de nombreux préjugés à Wall Street me permettaient d'identifier des informations qui étaient soit orientées vers les femmes, soit orientées vers les jeunes, soit orientées vers les ruraux. Je me suis plongée dans la mode et dans la pop culture, des choses qui sont totalement hors de l'écran radar du trader ou du gestionnaire de fonds typique de Wall Street. Et en fait, c'est ça le coup de maître de Chris Camillo et c'est ça qui est au cœur de son avantage compétitif, c'est qu'il est devenu expert sur des sujets que le gérant de fonds typique de Wall Street ne comprend pas du tout. Et là, je dois citer l'investisseur Ed Thorp. Certaines informations sont instantanément disponibles pour la minorité qui se trouve à l'écoute au bon moment et au bon endroit. Beaucoup d'informations ne sont d'abord connues que d'un nombre limité de personnes, puis se propagent par étapes à un groupe plus large. Cette diffusion peut prendre de quelques minutes à quelques mois en fonction de la situation. Les premières personnes à agir sur la base de l'information s'approprient les gains. Les autres n'obtiennent rien ou perdent. Et Chris Camillo, grâce à son observation fine de tendance, est parmi les premiers à se positionner sur des informations qui sont sous-estimées ou inconnues par Wall Street. Mais avoir un avantage compétitif et aller à contre-courant ne suffit pas pour afficher de bonnes performances sur le long terme. Il y a un point très important que la plupart des investisseurs ne maîtrisent pas. Il s'agit de mesurer le risque. En 1958, une entreprise qui vient de fêter ses 75 ans est en difficulté. Sanborn Maps fabrique d'immenses cartes détaillées de villes. 20 ans plus tôt, c'était une entreprise florissante qui générait environ 500 000 € de bénéfices annuels. Mais en 1958, les progrès technologiques sont en train de rendre son activité quelque peu obsolète et les clients se font de moins en moins nombreux. Désormais, les bénéfices de Sanborn Maps ne dépassent pas les 100 000 $ par an. Et à cause de ces difficultés financières, l'entreprise a été obligée de couper son dividende 5 fois en 8 ans. Mais contre toute attente, tout ça plaît à un jeune homme de 28 ans qui s'appelle Warren Buffett. En 1958, Warren Buffett est jeune, mais il a déjà une spécialité, son petit avantage compétitif à lui, il sait éplucher des rapports financiers comme personne, dans les moindres détails. Et justement, sur Sanborn Maps, il a remarqué une petite subtilité. Dans les années 30, cette entreprise a eu la bonne idée d'investir une partie de sa trésorerie. Elle a placé au fil des années 2,5 millions de $ sur des actions et sur des obligations. Et surprise, en 1958, alors qu'en bourse l'action Sanborn Maps s'échange à 45 $, Warren Buffett remarque que la valeur du portefeuille d'investissement qui a été constitué par Sanborn Maps vaut à peu près 65 $ par action. Autrement dit, vous pouviez acheter pour 45 $ quelque chose qui valait au moins 65 $. Alors bien sûr, Warren Buffett a investi dans cette entreprise et il a empoché un profit. La première chose qu'il faut retenir de ce coup de maître de Warren Buffett, c'est qu'il a identifié un investissement avec une marge de sécurité. Quand tu achètes 45 $, quelque chose qui vaut au moins 65 $, tu limites forcément ton risque de perdre de l'argent. C'est la première façon de limiter son risque en bourse. Mais bien maîtriser son risque, ce n'est pas se contenter de bien évaluer sa marge de sécurité. C'est aussi savoir combien on va mettre d'argent sur la table. Et c'est là que beaucoup d'investisseurs se plantent. Et c'est là aussi que les meilleurs investisseurs se distinguent de tout le monde par une particularité. Là, je cite Stanley Druckenmiller, qui est aussi un investisseur devenu très riche. Lorsque j'observe tous les investisseurs qui ont une très grande réputation, Warren Buffett, Carl Icahn, George Soros, ils n'ont qu'une seule chose en commun. Et c'est exactement le contraire de ce qu'on en enseigne dans les écoles de commerce. Il s'agit de faire des paris importants et concentrés quand ils ont une forte conviction.
Quand Warren Buffett a trouvé Sanborn Maps, vous vous doutez bien qu'il n'a pas investi 10 balles comme ça. Non, il a investi plus du tiers des fonds à sa disposition. Et c'est ce genre d'investissement bien calibré qui ont fait de lui un investisseur de légende. Et non, je n'exagère pas du tout. Même lui le dit à demi-mot. Dans sa dernière lettre aux actionnaires, qu'il a publiée début 2023, il a fait une confession surprenante. Nos résultats satisfaisants sont le fruit d'une douzaine de décisions vraiment bonnes, soit environ une tous les 5 ans. C'est une révélation qui a surpris et qui a été très commentée, mais en fait, les excellents résultats de Warren Buffett sont la conséquence d'une habile maîtrise du risque. Savoir couper ses pertes, faire courir ses gains, et surtout, doser ses investissements. Quand on est convaincu qu'on a en face de soi une opportunité en or, eh bien, il faut être capable de miser gros. Comme le dit Drunken Miller, l'important n'est pas d'avoir raison ou tort, mais ce que l'on gagne quand on a raison, et ce que l'on perd quand on a tort. Les meilleurs investisseurs, en fait, savent maximiser leurs gains quand ils ont raison et minimiser leurs pertes quand ils ont tort. Mais je suis sûre que vous le pressentez déjà. Si votre ambition est de battre le marché et de vous rapprocher de ces meilleurs, vous allez très vite rencontrer un problème et on en parle tout de suite. On a vu ce qui distingue les meilleurs investisseurs des autres. Ce que 99% des investisseurs ne font pas. C'est-à-dire aller à contre-courant et tenir le cap. Ça suppose de la curiosité et une certaine force psychologique. Développer un avantage concurrentiel, ça c'est un travail énorme. Et enfin, composer son portefeuille en donnant le poids adéquat à chaque action. Ça, c'est presque un art. Et là, vous devez commencer à comprendre pourquoi ce n'est pas souhaitable d'essayer d'imiter Warren Buffett, Carl Icahn ou John Templeton. C'est du travail, c'est du stress, ce qui a forcément un impact sur votre vie sociale et votre vie familiale. Et surtout, il y a un fort coup d'opportunité quand on suit cette voie. Si vous êtes honnête avec vous-même, n'avez-vous pas mieux à faire de votre journée qu'essayer de trouver la perle rare? Et si vous la trouvez, de suivre le cours de l'action constamment avec, disons-le, un petit stress permanent au fond de vous. Et puis d'ailleurs, même si vous trouvez une perle rare, vous allez investir quoi dessus? Quelle somme? 1000 euros? 2000 euros? Même si vous faites 50% de profit en un an, ce qui est assez exceptionnel et plutôt rare, vous allez empocher en fait 1000 euros à tout casser avant impôt, ce qui donne peu de valeur à votre temps. Si vous avez une entreprise, ce temps aurait été peut-être mieux employé à essayer de développer votre activité professionnelle plutôt que d'essayer de trouver cette fameuse perle rare qui vous a rapporté 1000 euros. Et en fait, j'ai fini par me rendre compte que viser l'excellence dans l'investissement en bourse, ça n'a de sens que dans un seul cas. C'est le cas où on est capable de faire levier sur tout ce travail de recherche qu'on a fait en amont. Et si c'est une voie qui vous intéresse, eh bien sachez qu'il y a 3 façons de faire levier. La première, c'est d'avoir une forte somme d'argent à investir au départ. Dans ce cas-là, votre travail, le fait d'avoir réussi à trouver une belle opportunité d'investissement, vous rapportera en effet des sommes significatives. La deuxième façon de faire levier, et c'est celle que j'ai choisie à un moment donné, c'est de créer un média et de vendre votre travail. C'est ce que j'ai fait à un moment avec un produit qui était payant. C'est aussi ce que de multiples créateurs de contenu font, comme par exemple le blog Undervalued Shares. L'investisseur qui est derrière ce blog a une méthode très fastidieuse pour trouver des opportunités d'investissement que personne ne voit. C'est ce qu'il appelle la méthode brute force. Il prend des listes d'entreprises cotées d'un pays et il épluche tout ce travail extrêmement fastidieux. Il le rentabilise en vendant le fruit de ses recherches. Et enfin, vous avez une dernière façon de faire levier sur votre travail, c'est de lever de l'argent pour créer un fonds d'investissement que vous allez gérer. Vous serez alors rémunéré pour investir l'argent d'autres personnes et pourquoi pas le vôtre aussi. C'est ce qu'a fait Warren Buffett quand il avait encore la vingtaine seulement. Mais c'est aussi le projet d'un passionné d'investissement que j'ai découvert sur une autre chaîne YouTube. Moi, j'aimerais bien en fait qu'on commence par le sujet du fonds d'investissement. Donc, qu'est-ce que c'est que cette idée? Alors, société d'investissement, pas. Donc, raconte-nous un petit peu. Qu'est-ce que c'est que cette idée? J'ai mes clients qui me tannent pour pouvoir investir avec moi. Et en fait, je me suis dit que ça valait le coup. Mes clients qui sont déjà des partenaires dans la vie, dans le business, d'investir ensemble et leur faire profiter finalement du temps, de l'énergie que je mets dedans. Donc finalement, on a commencé cette vidéo avec une question: comment devenir meilleur que 99% des investisseurs? Mais en fait, je crois fondamentalement que ce n'est pas la bonne question à se poser. La bonne question, ça serait plutôt: comment je peux mettre l'investissement au service de ma vie idéale?
et comment le fait d'investir pourrait m'aider à vivre cette vie idéale. Si votre vie idéale ressemble à retourner des centaines de cailloux dans l'espoir de trouver un diamant, c'est-à-dire d'analyser des dizaines, des centaines d'actions dans l'espoir de trouver la bonne opportunité, la bonne pépite, eh bien faites-le, mais faites-le avec un levier. Et quand vous en aurez assez, vous ferez peut-être comme Peter Lynch. Au bout d'un moment, retourner des cailloux, ça n'a plus amusé Peter Lynch. Pendant 14 ans, il a géré le fonds Magellan. Il a généré une performance annuelle moyenne de 29,2%, plus de 2 fois la performance du S&P 500 sur la même période. Il a démissionné au sommet de sa gloire pour en finir avec le stress et pour profiter de sa famille. Il s'expliquait bien plus tard dans une interview. « J'aimais ce que je faisais, mais j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Pourquoi diable faisons-nous cela ? Je ne connais personne qui ait dit sur son lit de mort « j'aurais aimé passer plus de temps au bureau ». Et si en fait, dépasser 99% des investisseurs, c'était comprendre que notre obsession pour les chiffres n'a au final aucun sens. Si vous aussi, vous vous demandez comment l'investissement pourrait vous aider à mener votre vie idéale, j'ai une newsletter gratuite que j'ai fortement délaissée, mais je reprends bientôt ma plume pour vous parler de ce sujet passionnant. Je vous invite à vous inscrire en cliquant sur le premier lien en description. À très vite!